Vivre avec la pression du pouvoir n'est pas sans incidence, tant il fascine ceux qui l'exercent comme ceux qui le subissent. En disposer comprend son lot d'effets néfastes pour tout dirigeant, finalement. Il est le fondateur du Cercle du Leadership. Il est aussi le cofondateur et secrétaire de la Maison des Bien-Aimés. Et je vous propose d'accueillir ce soir avec nous Philippe Vattier. Pourquoi voudriez-vous que je me passe du pouvoir quand je vois tous mes collaborateurs rire aux larmes de mes blagues, même quand elles sont nulles? Vous riez. En s'exprimant ainsi, ce président d'une grande banque, que je ne nommerai pas, illustre finalement assez bien une des caractéristiques les plus perverses de l'exercice du pouvoir. Il crée autour du puissant un aréopage d'individus, une cour de gens zélés, prêts à tout pour obtenir les faveurs du prince. Alors on le protège, on lui cache la vérité, on s'accommode de ses manquements, on cède à ses caprices. Ce n'est pas nous qui changeons, c'est le regard des autres sur nous qui s'est modifié. Protestent de bonne foi les dirigeants concernés. Et on ne peut pas tout à fait leur donner tort, tant il est vrai que dans cette affaire, les entourages jouent le rôle du psychotrope et créent une dépendance. Oui, l'addiction au pouvoir est le plus souvent provoquée par les entourages. On connaît les manifestations de cette addiction dans l'exercice du pouvoir. On peut citer un désir démesuré de conquête et de conservation du pouvoir, la perte de repères, l'altération du jugement, le rejet de toute forme de contestation, l'irritabilité, le syndrome de sevrage, enfin. Alors bien sûr, personne dans cette salle ne se reconnaît là-dedans. Mais j'imagine que beaucoup reconnaissent certains collègues, ou mieux, leur patron. Néanmoins, la question est maintenant de savoir est-ce que le dirigeant peut se prémunir contre cette addiction. Les plus optimistes estiment que oui, que le dirigeant a les clés pour y parvenir. Car parmi toutes les qualités que l'on attend d'eux, la principale est l'exemplarité. Et si on est exemplaire, on doit pouvoir éviter l'addiction au pouvoir. Seulement voilà, il y a beaucoup de candidats et peu d'élus au panthéon de l'exemplarité. Pourquoi ? Le philosophe Bergson avance une hypothèse que je vous livre, on est d'accord ou pas. En voulant s'élever au-dessus des autres pour pouvoir les gouverner, le dirigeant doit plonger au cœur de lui-même pour mobiliser les qualités requises. Et au cours de ce voyage introspectif, il rencontre aussi la part sombre de lui-même et ne peut s'y soustraire. Kant, Rousseau abondent dans ce sens et n'hésitent pas à avancer que le pouvoir corrompt l'homme. Alors c'est pourquoi d'autres, peut-être plus réalistes, avancent que si l'homme ne parvient pas, malgré ses efforts, à être vertueux, c'est à l'organisation de l'être. Il y a plus de 2 siècles déjà, Montesquieu posait le principe de la séparation des pouvoirs. Appliqué à l'entreprise d'aujourd'hui, cela donnerait des conseils d'administration réellement indépendants, des comités d'administration, des comités de rémunération, des comités de nomination, des comités d'audit, des classes actions, des syndicats forts, mais conscients des enjeux. On se plaît néanmoins à rêver
entre l'illusion de l'exemplarité et la contrainte normative des contre-pouvoirs, n'y aurait-il pas une place pour un dirigeant simplement conscient de ses faiblesses, qui s'entourerait d'une armée de combattants capables de le contrer, de le challenger, de le critiquer, voire de le renverser? Une espèce de dirigeant voltairien, en quelque sorte. Merci. Merci beaucoup.